Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Météopédagogie pour ce premier bulletin de décryptage météo. Nous avons effectivement décidé de franchir le pas et de créer une chaîne YouTube pour tenter de expliquer les événements météorologiques, de les décrypter en Belgique, en Europe et ailleurs afin que vous puissiez mieux les comprendre. Alors, pour ce premier décryptage, eh bien, nous avons donné un nom, c'est le trône polaire, en référence avec l'image du roi de la nuit, car les États-Unis vont vivre une descente, la première descente polaire, cette semaine et la semaine suivante, début de semaine suivante, et cela pourrait avoir des conséquences sur la météo européenne dans un délai de une semaine à 10 jours. Mais ça, c'est pour un futur plus éloigné. Et nous allons commencer en fait avec le passé et non le futur, car il s'est quand même passé pas mal de choses dimanche et la nuit de dimanche à lundi, avec des températures tout bonnement exceptionnelles, surtout la nuit d'ailleurs, mais déjà le jour de dimanche, eh bien, il a fait 17, 18 degrés en Belgique, plus de 20 degrés en France et jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest français. Pardon. Et nous voulions un petit peu revenir sur cet événement météorologique assez exceptionnel pour tenter d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Et pour cela, nous allons prendre le sondage de Essen dans l'ouest de l'Allemagne, un sondage qui a été réalisé dans la nuit de dimanche à lundi à minuit heure GMT pour vous tenter de vous faire comprendre en fait pourquoi des records n'ont pas été battus en masse, en tout cas dans la journée de dimanche. Et donc, voici ce sondage de Essen, de la nuit de dimanche à lundi, avec un maximum enregistré à 18 degrés à 900 mètres, donc le 900 hectopascal à 900 mètres. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que la température a effectivement d'abord décru, et puis elle est remontée avec quelques variations, mais on voit quand même que c'est un profil assez atypique où la température n'a pas vraiment complètement diminué avec l'altitude. Si nous comparons tout ceci avec le sondage du record du 25 novembre 2006, donc il y a quand même 18 ans, pouvons constater une chose, c'est que le profil était plus typique, c'est-à-dire avec une décroissance. Bon, de temps en temps, quelques variations à la hausse, mais malgré tout, même si la température au niveau 850 hectopascal n'était pas très élevée, était à 8 degrés, et qu'au 900 hectopascal il faisait 10-11 degrés contre 18 pour l'autre, nous avions un profil plus typique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des profils avec des inversions de température, des remontées, la grande douceur des couches moyennes a plus de mal à se propager vers le plancher des vaches. Et ceci me rappelle un épisode qui m'avait assez fortement marqué, c'était en septembre 2023 quand il avait fait plus de 20 degrés au 850 hectopascal au début de la vague de chaleur, première vague de chaleur automnale en Belgique, plus de 20 degrés à 1500 mètres, mais entre guillemets seulement 28 degrés, 29 degrés au plancher des vaches, alors que normalement on aurait dû enregistrer avec de telles valeurs à 850 hectopascal, euh, 33, peut-être 35 degrés. Cela ne s'est pas produit parce que nous étions dans un massif anticyclonique où il peut y avoir des inversions de température et dès lors que c'est une situation de ce type-là, la température au 850 hectopascal, cette chaleur ne se propage pas vraiment vers le bas. A contrario, dans la progression de cette vague de chaleur, l'anticyclone s'est retiré, la dépression s'est rapprochée, et donc nous avions un profil plus décroissant, plus typique. Alors,
La température était redescendue à 17 degrés ou 850 hectopascales, mais avec un profil plus typique, eh bien, nous étions montés à 32 degrés. Tout simplement parce que nous avions pas d'inversion en ce moment-là. Eh bien, quand nous avons des inversions de température, eh bien, il peut faire 18 degrés à 900 mètres, eh bien, il peut faire une température pratiquement équivalente donc au plancher de vache. Donc voilà sur quoi je voulais quand même revenir à ce sujet-là, pour bien vous expliquer qu'en fait, globalement, les records diurnes du 25 novembre 2006 n'ont pas été battus. Par contre, nous avons quand même battu comment dire, des records dans la nuit, comme nous l'avons expliqué sur Twitter. Et c'est notamment, comment dire, dans le sud-ouest français que des records absolument incroyables ont été battus. Il a fait quand même 26 degrés dans le sud-ouest. Et le lundi à 5 heures du matin, où ces valeurs ont été enregistrées, eh bien, on peut constater que il y avait donc le vent à 700 hectopascales, eh bien, était quand même assez fort. On avait des valeurs jusqu'ici, donc de 150 km heure à 3000 mètres, ou 700 hectopascales. Et plus le vent est puissant, eh bien, plus l'effet de föhn peut être accentué, y compris pendant la nuit. Et ceci peut évidemment expliquer ce qui s'est passé donc dans le sud-est français dans cette nuit-là. Mais donc, on a enregistré 15-16 degrés comme température minimale en Belgique. Et ça, c'est effectivement des records décadaires battus. Et pour le cas de Uccle-Bruxelles, c'était quand même 2 degrés. Donc, c'est un record qui a vraiment été explosé donc dans ces moments-là. Alors, si nous allons maintenant vraiment dans le futur, un futur relativement proche, mais un futur quand même, pour demain soir, eh bien, il se modélise quand même encore selon le modèle Harmonie que vous avez ici. Un modèle Harmonie, c'est un modèle néerlandais, c'est le modèle du KNMI, eh bien, il modélise quand même des valeurs sacrément élevées de rafales sur le nord-ouest des Pays-Bas, donc mercredi à 20 heures. C'est un scénario parmi d'autres. J'ai pas encore eu le temps de regarder les modèles qui sortent progressivement ce soir. Le modèle allemand était d'abord très élevé, puis il était moins. Le modèle européen est entre les deux. Le modèle français a plus tendance à suivre le modèle du KNMI. Donc voilà, on peut quand même encore avoir des rafales qui pourraient atteindre des 100 km/h du côté d'Amsterdam, 110, 120 du côté de Den Helder. C'est vraiment dans cette zone-ci des Pays-Bas. Mais évidemment, comment dire, le calibrage doit encore se faire. On peut avoir des surprises malgré tout. Et ça, je vais tenter de vous l'expliquer. Pourquoi? Avec les cartes suivantes. Ce sont les cartes du modèle européen. Et donc, voici la situation le mardi à 19 heures. Nous enregistrons cette vidéo, il est actuellement 17h19. Et donc, ce que nous avons à ce moment-là, c'est que nous avons une branche de jet qui est vraiment très faiblarde ici. Vous voyez, les valeurs sont quand même plutôt du côté des 100 à 120 km heure. Et nous avons le centre dépressionnaire qui est ici. Alors, il est vraiment à la sortie du jet, ni sortie gauche ni sortie droite exactement, pas parfaitement positionné. Mais ce qui est surtout important, c'est que le courant jet est vraiment faiblard. Donc, c'est ça, quand même ça qui importe. Et si, comment dire, nous avançons dans le temps, eh bien, demain après-midi et mercredi à 16 heures, eh bien là, les choses sont quand même un peu différentes. Nous avons donc la dépression à moins de 1000 hectopascales ici. Je signale quand même que hier, on était à 995. Et vous avez surtout la branche de courant jet qui est quand même dans des couleurs plus vertes, donc qui se situe ici. Vous voyez que j'ai superposé avec les valeurs de ce mardi soir pour que vous puissiez quand même voir la différence. Et donc évidemment, c'est aussi évidemment une question de positionnement parce que la dépression est plus en sortie gauche que dans la, donc, comment dire, dans la position de ce mardi soir, mais le courant jet s'est renforcé, notamment parce qu'il progresse vers le nord
et que les masses douces rencontrent plus les masses froides. Mais évidemment, le problème, c'est que nous avons affaire à une très petite dépression. C'est un peu comme les cyclones tropicaux. Si vous avez un petit cyclone, de petits changements de paramètres dans le cisaillement et comment dire les valeurs comment dire de température d'eau de mer peuvent vite faire développer un cyclone s'il est plus petit. Donc avec une dépression de la latitude tempérée, ben, même si vous avez un courant de jet moyennement puissant, c'est même encore assez faiblard, hein, 150, 160 km à l'heure, ben, une petite dépression peut quand même se développer de manière relativement importante, même si 1000 ou 995 hectopascales, c'est pas énorme. Mais bon, le resserrement isobarique peut quand même provoquer des rafales qui pourraient atteindre 100, 110, 120 km/h sous les côtes des Pays-Bas et peut-être 100 km/h à l'intérieur des terres. Mais donc, c'est une question de position par rapport au courant de jet, de taille de la dépression et évidemment de vitesse du courant de jet qui permet d'expliquer d'un côté comment dire, le développement de ces dépressions, mais aussi la difficulté de la modélisation et de la prévision. Donc évidemment, pour l'instant, on pensait au départ que la côte d'Opale et la côte belge pouvaient enregistrer des valeurs qu'on va enregistrer aux Pays-Bas théoriquement. Ça ne sera pas le cas. Alors on pourrait quand même enregistrer des valeurs de 80-90 km/h sur des côtes exposées, 80 km/h peut-être à la côte belge, 60, éventuellement 70 km/h temporairement dans la partie nord-ouest de la Belgique, mais ça va sans doute se limiter à cela. On pensait peut-être encore hier, et ça peut encore changer évidemment d'ici demain, on pensait hier encore avoir 80-90 km/h, peut-être 100 km/h du côté d'Anvers. A priori, ce ne sera pas le cas parce que la dépression a une trajectoire vraiment nord-ouest, peut-être même au nord des Pays-Bas. L'Allemagne pourrait aussi surveiller cela. En tout cas, pour l'instant, pas encore de nomination, sans doute pas par la France, la Belgique ou la Grande-Bretagne. Je pense que si un pays doit nommer la dépression, ce serait les Pays-Bas qui prendrait alors la liste du groupe Nord-Ouest et ce serait Conal. C'est Onal. Mais pour l'instant, évidemment, rien n'a été décidé. En tout cas, à l'heure où j'enregistre, il est maintenant 17h24, et bien cette vidéo. Donc voilà, on va voir un petit peu, on va suivre ça en tout cas sur X si nécessaire. Alors, si nous poursuivons avec notre affaire nord-américaine, ça commence en Asie. Et ça commence, figurez-vous, avec ce que nous a produit Berthe. Alors Berthe, ben, c'est comblé, mais vous avez toujours, ici, c'est la carte de l'anomalie d'eau précipitable pour le 27 novembre. Et le flux humide et moite associé à Berthe, eh bien, s'engage sur l'Asie. Et vous avez même un creux ici du côté de l'est de l'Asie. Et vous avez le flux qui s'organise autour avec une autre anomalie d'eau précipitable, vraiment du côté du Japon, encore une fois, évidemment, avec les températures d'eau de mer. Mais donc, on voit que les choses s'organisent dans cette zone-là. Il faut partir de l'Asie pour comprendre ce qui va se passer donc, aux États-Unis. Et si nous prenons donc la carte suivante, eh bien, vous allez comprendre encore un petit peu mieux ce qui va se passer. Donc nous avons encore le courant jet, on le voit vraiment ici, hein, qui plonge vraiment des régions arctiques vers la Chine. Et vous avez donc, ça c'est le courant jet polaire, et puis vous avez le courant jet subtropical, qui lui donc est situé sur l'Iran, etc., et qui va évidemment fusionner avec le courant jet polaire du côté de la Chine. Vous avez aussi le cyclone tropical donc dans le golfe du Bengale qui apporte de l'énergie quand même un petit peu, mais tout ceci va vraiment continuer à se développer vers l'océan Pacifique. Il va avoir son petit rôle à jouer malgré tout parce que ça va organiser, on va le voir, des amplifications du courant de jet qui vont forcer la masse d'air à se déplacer vers vers le sud, donc pour les États-Unis.
Et donc, si nous prenons la carte hémisphérique pour le donc 29 novembre, eh bien, donc voilà, le 29 novembre ici, donc vous avez ce courant jet qui est ici, qui, bon, c'est pas fameux, mais qui est quand même un petit peu ondulatoire. Et vous avez aussi donc le courant jet subtropical et puis fusionné. Vous avez le courant jet polaire qui est ici, voilà, qui refusionne, hop. Et donc ceci force, si vous voulez, la masse d'air polaire, hein, la masse d'air polaire qui est ici, à descendre. Donc on a vraiment une petite crête, on va la voir ici. Vous avez le creux japonais, et donc tout ceci force la masse d'air polaire à descendre vers le Canada et les États-Unis. Donc nous sommes le 29 novembre, donc là c'est le vendredi. Donc voilà, donc c'est quand même déjà relativement avancé dans la semaine. Et nous allons mettre maintenant, donc oui, nous avons aussi les anomalies de pression d'altitude avec le creux japonais, les hautes pressions sur l'Alaska. On peut le voir encore ici. Voilà, donc ce déplacement de la masse d'air polaire avec donc comment dire, la crête alaskaise ici en aval du creux japonais. Et donc, tout ceci, eh bien, va se descendre vraiment vers le sud et on va voir avec l'anomalie, voilà, de la pression, pardon, de la température au niveau 850 hectopascal, toujours le 29 novembre, on voit que ça s'engage. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme importance pour les États-Unis et aussi pour l'Europe? On voit l'anomalie cette fois-ci le 3 décembre. Donc nous sommes à ce moment-là mardi prochain. Bon, donc on est quand même à une échéance de une semaine, mais on voit que la masse d'air polaire vraiment s'est bien dirigée vers le sud-est en passant au-dessus des grands lacs, avec donc un probable effet de lac qui va se produire. Mais en tout cas, on voit que la masse d'air a été forcée de se déplacer vers le sud par le courant jet donc polaire en Asie. Et donc, bah, ceci sera quand même important pour l'Europe, parce que, bon, on va d'abord avoir, donc, très concrètement, pour la journée de lundi, donc on est dans 6 jours, on a les températures maximales. Donc, on a vraiment cette descente polaire ici, on a des zones dans le Canada, du côté du Saskatchewan, on est quand même dans des valeurs autour de moins 20 degrés, s'il vous plaît. Alors à New York, c'est pas encore le gel permanent, mais quand même, on n'est qu'en début décembre, donc les masses d'air les plus froides ne sont pas encore présentes. Mais si on prend par exemple, bon, on a comment dire, des températures qui se situeront là sur le bord du golfe du Mexique autour de 10-12 degrés, donc quand même pas très très chaud. Et alors les températures minimales, eh bien on peut quand même voir que il fera assez froid quand même dans le nord de la Floride, il y aura du gel quand même. Et du côté du Saskatchewan, là, eh bien, on a vraiment des valeurs à ce moment-là qui se situeront autour de moins 30 quand même pendant la nuit. Donc c'est quand même assez costaud, y compris pour un début décembre. Et donc du gel pratiquement ici, vous voyez, sur les côtes de Floride, les côtes du golfe du Mexique. Donc c'est quand même pas rien ce qui va se passer sur les États-Unis. Alors, tout ceci, évidemment, va provoquer un contraste thermique, hein, parce qu'on a quand même ici comment dire, une descente froide et on a toujours de l'air chaud ici, envoyé par un anticyclone d'ailleurs. Et donc, entre les deux, ben, nous avons ce courant jet très puissant qui va naître. Alors, ce sont des valeurs en nœuds, hein, ça vient du site Tropical Tidbits, comme vous pouvez le voir ici, mais on est dans des valeurs qui se situent 160, 170 nœuds, donc on est à 300 km/h quand même. Donc, ce qui sera important là, c'est de voir ce qui va se passer avec l'anticyclone subtropical, hein, qui se situe donc ici. Est-ce qu'il va vraiment se développer vraiment vers le nord-est
en crête atlantique située ici, ou plus en blocage éventuellement en mer du Nord? Ou bien est-ce qu'on va avoir, comme on peut le constater ici, une dépression en sortie gauche et donc comment dire, un régime de NAO+, avec donc un anticyclone sur les Açores, un flux d'ouest sur l'Europe? C'est la grande question. Mais donc, ce qui se passe en Asie, ce qui va se passer aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord, va avoir des conséquences. On est donc le dimanche 3 décembre dans une semaine. On va avoir progressivement des conséquences quand même pour le milieu de la première décade de décembre. Des conséquences à suivre, mais en tout cas, on a déjà une projection pour dans une semaine de ce courant jet euh, assez rectiligne, mais qui pourrait évidemment aussi plonger, comme on peut le voir. Ça, c'est comment dire, la simulation du modèle européen de ce matin. Il pourrait plonger avec une branche subtropicale ici vers l'Afrique, isolé, pourquoi pas un creux sur l'Espagne. Mais enfin bon, je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. Mais donc plusieurs possibilités. Crête atlantique, blocage, avec peut-être une goutte froide sous le blocage européen, peut-être une NAO+, à voir. En tout cas, après comment dire, le passage, la tempête, enfin, la dépression demain, l'anticyclone, pour le reste de la semaine, eh bien, pour la semaine suivante, il faudra tout doucement voir un petit peu ce que cette descente froide aux États-Unis va produire comme conséquence sur l'océan Atlantique. Et donc, c'est ce que nous allons suivre évidemment sur X pour vous et que nous reviendrons peut-être là-dessus dans un autre décryptage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à notre chaîne, à laisser des commentaires, à poser des questions, à mettre des pouces bleus pour l'algorithme, parce que nous comptons bien quand même avoir quelques objectifs en termes d'audience hein, et de propagation quand même de la connaissance à travers cette chaîne YouTube. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro de ce décryptage météo. Nous espérons quand même encore cette semaine, en fonction évidemment de l'actualité, en fonction de la disponibilité et d'autres contraintes, évidemment. Et donc, voilà pour ce premier décryptage météo. J'espère qu'il vous aura plu et nous vous souhaitons une agréable soirée. À bientôt.